Bonjour à tous et à toutes et bienvenue du coup dans cette deuxième vidéo sur laquelle on va se concentrer déjà un petit peu sur les marchés financiers en eux-mêmes avant tout. Avant d'aller plus loin, le plus important ça va être de comprendre un petit peu les différents actifs, les différents instruments, comment ce que, enfin d'où viennent un petit peu tous ces instruments, toute cette structure, cet environnement, cette dimension des marchés financiers. Donc, on va pouvoir ni plus ni moins le détailler, le voir ensemble. Ça va être important, notamment déjà pour votre culture personnelle dans un premier temps, mais au-delà de la culture personnelle, c'est aussi dans votre trading. Par exemple, pour pouvoir formaliser ce que je suis en train de dire, aujourd'hui sur le marché financier, il y a plein d'actifs, il y a pas mal d'actifs qui existent. Hein. Donc les actifs, c'est comment je pourrais dire un actif, c'est une action. Une action d'une entreprise est un actif, une matière première est un actif, une obligation est un autre actif, un marché de devises, autrement appelé le forex, est un actif. Le forex devise, c'est un peu la même chose. Hein. Le forex, c'est le marché des devises. C'est son nom qui est, voilà, c'est le synonyme. C'est un nom un petit peu spécifique au marché des devises. Le Bitcoin, la crypto-monnaie était également un actif. Donc il existe un sacré paquet d'actifs et il existe aussi un certain nombre d'instruments. Les instruments, c'est notamment comment on va échanger ces fameux actifs. Face à vous, vous avez un graphique, toujours le même. Je vais cacher un petit peu tout ce bazar. Et donc là, on se retrouve notamment sur le S&P 500. Le S&P 500, c'est ni plus ni moins un indice boursier. Donc c'est un panier d'actions qui regroupe notamment, officiellement à la base, aujourd'hui beaucoup plus, hein, les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines sous forme d'un seul et même graphique. Et donc, sur ce graphique-là, on va détailler bien sûr la plateforme plus tard dans le contenu. Euh, je suis sous, on appelle ça le ticker, autrement appelé le symbole. Rechercher un symbole, le ticker, le synonyme de symbole c'est ticker, un peu en anglais, c'est notre marché. Le S&P 500, je pense que par exemple, et puis même pour d'autres marchés, on a tendance certains vont plutôt le voir, le connaître sous le ticker US 500. D'autres vont le connaître plutôt sur le ES, ou alors sur le MES, ou alors sur le SPX. Voilà. Puis j'en ai loupé un dernier. Quand on présente un peu du coup ce ticker, donc je les remets ES slash MES, puisqu'on est sur le même instrument, le SPX et le US 500. Concrètement, on parle tous les trois bel et bien du S&P 500, hein, mais on aura sans doute, c'est simplement dans la manière où on va échanger ce fameux sous-jacent, le sous-jacent du coup qui est le S&P 500. Comment est-ce qu'on l'échange? On a la possibilité de l'échanger de plusieurs manières possibles. Donc ça, vous voyez, ce chapitre déjà dans un premier temps, ça va être important parce que lorsqu'on va vouloir se faire un portefeuille, que ça soit dans le cadre de l'investissement, que ça soit plutôt à but plus day trading ou alors pour d'autres raisons. Je me penche sur lequel, pourquoi, comment, etc. Donc, comme vous avez pu le voir, là, je suis en train de parler un petit peu dans un premier temps, du S&P 500. Du S&P 500. Pourquoi est-ce que je commence à parler directement dans un premier temps du S&P 500? Alors vous verrez que nous, on va se concentrer beaucoup sur l'économie américaine. Pourquoi? Alors c'est pas un hasard. C'est pas parce que j'aime bien le S&P 500 ou j'aime bien le marché américain, mais tout simplement pour débuter, c'est ce qu'il y a de plus simple. Pourquoi est-ce que c'est plus simple de travailler le marché américain que le marché européen ou le marché asiatique ou peu importe peu importe les autres? Parce que tout simplement aujourd'hui l'économie ni plus ni moins l'économie mondiale est quand même pas mal ficelée, gérée, contrôlée par les Américains.
Vu que c'est eux qui maîtrisent le jeu et les règles du jeu, naturellement, c'est plus intéressant de se pencher de leur côté dans un premier temps avant de faire autre chose. Faut savoir que l'immense majorité des matières premières mondiales sont échangées en dollars. Voilà. On a le Pakistan qui achète des matières premières à l'Inde et vice-versa. En quelle monnaie ils vont échanger? En dollars. Il y a beaucoup de pays aussi qui utilisent le dollar comme monnaie officielle. La première économie mondiale, ce sont les États-Unis. C'est une économie qui est en dollars. Donc, quand on prend tous les éléments clés d'une économie mondiale, ça passe visiblement par le dollar. Ce qui veut dire que le dollar a une force considérable à l'échelle mondiale et financière. La plus grosse place boursière mondiale, c'est aux États-Unis. Voilà. Donc notamment, il y a une statistique que j'aime bien dire, c'est on va prendre l'exemple d'une entreprise américaine. Là, je mets l'accent sur une entreprise américaine, une seule, celle qui est célèbre ces dernières années, Nvidia, qui a une capitalisation boursière qui est montée à 4000 milliards de dollars. 4000 milliards de dollars. Voilà, ça représente approximativement, plus ou moins l'équivalent de l'intégralité du marché des crypto-monnaies réunies. Ça représente une immense majorité de la place boursière européenne. CAC 40, française précisément. Indice boursier français, pardon. Donc c'est vraiment juste une entreprise. On met à côté le CAC 40 qui est l'indice boursier français, où on met les crypto-monnaies, c'est quasiment équivalent. Et là on parle de une seule entreprise américaine. Donc je vous laisse vous imaginer que si on en prend 2, 3, 4, 10, 20, en fait, ni plus ni moins, il faut vous dire que les 7 plus grosses capitalisations boursières américaines, donc souvent appelées les 7 magnifiques, ont une part ont un poids dans l'économie mondiale qui est à peu près à elle toute seule, de mémoire, les derniers chiffres, si je dis pas de bêtises, je vous inviterai à faire une petite recherche pour reconfirmer ce que je suis en train de dire. On est entre 22 et 25% de l'économie mondiale. Et voilà, on a pris cette boîte, cette entreprise, terminée. Donc, c'est là où tout se joue, l'économie américaine. Quand on travaille sur les marchés européens c'est très bien, mais ils vont être énormément influencés, et ils vont être aussi dépendants des Américains et des Asiatiques. Donc quand on travaille sur le marché européen, on travaille jamais que sur le marché européen. On travaille sur le marché européen, plus et on regarde les Américains, plus on regarde les Asiatiques. Donc quand on commence sur les marchés financiers et que déjà toutes les notions de microéconomie, macroéconomie, de géopolitique, etc., donc les fondamentaux au sens large, on découvre, et que du coup on découvre ça en étudiant entre guillemets 3 économies différentes simultanément, waouh, ça peut faire un peu nœud cerveau. Donc autant commencer par le plus simple. Économie américaine, les Américains ils dépendent des Américains, même si officiellement c'est pas totalement vrai, mais comparé à ses voisins, c'est ce qu'on peut dire. Les Américains ne dépendent que des Américains, et puis qui même me suivent. Donc ce sera sans doute beaucoup plus simple pour commencer d'aller sur des actifs, une économie qui est le moins sensible à ses voisins. Comme ça, au moins, on apprend un environnement. On sait que une fois qu'il est maîtrisé, il sera beaucoup moins perturbé par des événements extérieurs. On ne sera pas obligé de maîtriser toute l'économie mondiale pour commencer à faire quelque chose. Voilà. Notamment en parlant de marché financier, c'est important de remettre un petit peu l'église au centre du village. À quoi servent les marchés financiers concrètement? À quoi sert notre métier d'investisseur?
et de traders. Quel impact nous avons sur l'économie? Un petit peu, une petite parenthèse, une petite dizaine de minutes sur le culture G. C'est toujours mieux de connaître un petit peu plus son métier le jour où on nous pose la question. Et puis au-delà, indépendamment de ça, de pouvoir aussi, lorsqu'on regarde un graphique, de pouvoir voir un petit peu plus en profondeur les éléments que nous avons devant les yeux. Donc, faut vous dire que au niveau des marchés financiers au sens large, les premiers marchés financiers comme on l'entend aujourd'hui, ça s'est fait dans les eaux des, je crois que c'était 1602 ou 1, je crois que c'est 1602, par la création de la bourse d'Amsterdam. Donc, notamment, de mémoire, c'est une compagnie néerlandaise, je crois qu'en toutes lettres, c'est Compagnie néerlandaise des Indes orientales, qui en fait tout simplement était une compagnie à l'époque en 1602. Les Pays-Bas avaient une force commerciale et financière qui était mondiale, hein. C'était vraiment les États-Unis de l'époque, et ils faisaient dans leur commerce, ils commerçaient pas mal, notamment avec les Asiatiques. Sauf que à cette époque-là, pour partir du Pays-Bas et arriver chez nos confrères asiatiques, le trajet pouvait prendre plusieurs mois, voire même plusieurs années, en prenant le risque de se faire avec les pirates, avec le risque de catastrophes naturelles, tempêtes, etc. Le risque ni plus ni moins de ne jamais arriver à destination, enfin du moins avec les produits en question. Donc cette fameuse compagnie-là, en fait, a ni plus ni moins dilué le risque et au-delà de ça, de diluer le risque, de pouvoir aussi surtout financer euh, cette, ce commerce-là, parce que ça demande forcément un voyage aussi long et le matériel employé, c'est un coût. Et donc, en quête de financement et en quête de dilution de risque, c'est à ce moment-là que les premières actions ont été émises, ont été créées. C'est à ce moment-là qu'on a créé notamment, ni plus ni moins, le marché des actions. C'est là où on a aussi créé à ce même moment-là le marché secondaire, c'est-à-dire la compagnie émet des actions, je suis un investisseur, j'achète des actions, donc l'argent est utilisé pour ce transport-là, cet échange-là, ce commerce-là, et une fois que la caravane revenait, je récupérais mon investissement, plus je récupérais du coup un dividende. Voilà. Et en attendant que la caravane revienne, j'avais la possibilité, du coup, j'ai mon action entre les mains, de pouvoir la revendre à mon voisin à un prix X. Donc c'est à ce moment-là que du coup, par la même occasion, par la création de ces mêmes actions, les personnes ont eu la possibilité d'échanger ces mêmes actions-là une fois acquises, qui a créé le marché qu'on connaît aujourd'hui, marché secondaire. Ce qui a permis aussi de créer de la liquidité. La liquidité, qu'est-ce que c'est? C'est de la contrepartie, tout simplement. Une demande acheteuse, une demande vendeuse. J'ai pas d'action de la compagnie néerlandaise des Indes, je souhaite en avoir, je vais attendre que quelqu'un qui possède une de ces actions-là veuille bien me revendre son action. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les toutes premières créations d'actions et notamment d'échanges par le biais du marché primaire dans le but de financer le commerce, ou secondaire, l'échange de cette même action-là entre citoyens, qui s'est faite du coup dans les années 1602. Donc quand on reprend l'origine des marchés financiers, on est bien là pour le financement, en l'occurrence d'un commerce. Euh, c'est vraiment il y avait un besoin de ces entreprises en financement. J'achetais une action, je participais à la réalisation du commerce entre les Pays-Bas et l'Asie. Voilà, j'avais un impact concret sur l'économie.
s'il n'y avait pas suffisamment d'investisseurs, si moi je n'achetais pas des actions de la compagnie néerlandaise des Indes, eh ben, il n'y avait pas de capitaux nécessaires pour pouvoir que l'entreprise puisse le faire toute seule et assumer le risque toute seule. Donc les choses ont un petit peu évolué avec le temps parce que là on parle vraiment des créations d'actions et l'échange de ces actions-là. Faut vous dire que comment je pourrais dire, sur un compte table quoi. Hein. J'ai acheté mon action de la Compagnie des Indes, je l'ai mis dans un petit coffre sous mon matelas. Hop, bah tiens, il y a quelqu'un qui veut acheter mon action, je l'invite à la maison, je lui offre un petit café, bonjour, comme si on était sur le bon coin. Voilà l'action, voilà, tiens, voilà l'argent, tiens, merci, au revoir, on se serre la main, terminé. C'était très sauvage, très rudimentaire, comme si on achetait quelque chose sur le bon coin. Et en fait, dans ces moments-là, le problème, c'était que il y avait il y avait un chaos immense, notamment bah, des arnaqueurs, des personnes qui n'avaient pas forcément les finances pour. Ah bah tiens, je te donne une partie tout de suite et puis je te donnerai une autre partie plus tard. Et puis voilà, des personnes qui, bah forcément, comme toutes les arnaques qu'on pourrait retrouver aujourd'hui quand on achète par exemple des places de concert. Voilà, les mêmes risques que si à l'échelle d'aujourd'hui on achetait des places de concert. Oui, est-ce que ce sont des vraies places, pas des fausses places et machin, toutes les problématiques qu'on trouvait aujourd'hui. Ils faisaient ça, notamment les échanges. Bon, quand je disais sur un coin de table, c'était surtout dans des cafés. Notamment, il y avait un grand café à l'époque de mémoire. Je sais plus comment il s'appelait. Je fais appel à ma mémoire. Je crois que c'était le Jonathan Coffee House. C'était vraiment l'un des premiers cafés aux Pays-Bas qui était vraiment un café qui était dédié notamment pour ces transactions-là. Donc il y avait vraiment un peu tout type de personnes et beaucoup aussi pouvait y avoir des arnaqueurs. Donc dans les années 1801 de mémoire, parce que j'hésitais si c'était pas 1601 et 1802, mais non, je pense que c'est vraiment 1602 et 1801, là où on a le London Stock Exchange qui a été créé. Donc vous voyez, hein, la place boursière euh, anglaise, hein, nos amis nos amis anglais, où là on est monté un petit peu plus en gamme, dans le sens où pour sortir un petit peu de du chaos des cafés, des arnaques et du souk. Là, le London Stock Exchange a été créé du coup dans le but de pouvoir sortir de ces cafés-là, de vraiment dédier un lieu officiel pour les transactions, les échanges du coup de ces fameuses actions. Donc là, c'était un lieu qui était dédié et il fallait, entre guillemets, un peu comme dans un club, il fallait être membre. Donc pour être membre, il fallait montrer patte blanche. Et donc ça permettait, dans un premier temps, d'éviter que les arnaqueurs puissent accéder à ce type de lieu. C'était l'opportunité de mettre des règles aussi, voilà, et d'avoir notamment un lieu, des règles, des membres officiels, d'avoir quelque chose qui est un petit peu plus cadré. Voilà, pour tout simplement créer de la confiance, parce qu'il y avait, c'est tout comme aujourd'hui. Hein, on reprend l'exemple de les places de concert. Il y a des personnes qui voudraient peut-être énormément accéder, aller voir tel artiste à un concert, mais par manque de confiance. Imaginons que nous avons imaginons que nous n'avions que le bon coin à nos dispositions. Par manque de confiance, moi je préfère ne pas acheter de place de concert sur le bon coin, quitte à ne pas aller au concert parce que en fait j'ai pas confiance. Je vais pas aller acheter une place de concert à 300 euros alors que ça se trouve il va me donner un faux. Bon bah tant pis. J'irai pas au concert. Voilà. Là, l'objectif, c'était de vraiment redonner de la confiance avec cette création de places boursières pour notamment motiver les personnes à passer. Vous voulez pas passer par le bon coin, et passer dans ce cas-là au guichet officiel, voilà, au guichet officiel tout simplement.
Donc de pouvoir rajouter un petit peu plus de crédibilité, de cadre, de confiance sur un peu sur ces marchés-là. Et là, on se rend compte que dans cette date-là, qui est important, là, ça a été un grand tournant. Et qu'est-ce qu'on a rajouté? En fait, c'est ni plus ni moins de la confiance. Et donc, c'est beaucoup on appelle ça un appétit au risque. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'appétit au risque. Si on peut très bien vouloir avoir absolument envie d'acheter un titre, notamment une place de concert, mais par manque de confiance, on ne va pas le faire. Même si le prix sur le Bon Coin, il est ridiculement bas, même s'il est 70% moins cher que la valeur du ticket, malgré ce très faible prix, je préfère ne pas l'acheter par manque de confiance. J'ai un appétit au risque, j'ai un appétit, c'est ma capacité à potentiellement me faire arnaquer pour X euros, selon moi, ça ne vaut pas le coup. Qui est très faible. Donc, je préfère ne rien faire que d'acheter potentiellement à titre à moins 70%. Voilà. Donc, vous voyez, le premier 1601, c'est 1602, c'est vraiment là la partie création entre guillemets des échanges. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment là, c'est dans le but de financer le commerce, hein, financer l'économie, financer le commerce. On n'est peut-être pas à l'échelle de l'économie encore à ce moment-là, mais c'est vraiment financement du commerce. Donc nous, sur les marchés financiers aujourd'hui, quand on va les marchés financiers aujourd'hui, hein, en 2026, c'est vraiment dans une idée de toujours dans la même optique de pouvoir financer l'économie. Sauf que là, au lieu de financer une petite route commerciale, on va financer un petit peu plus qu'une route commerciale. Mais le principe est exactement la même chose, c'est financer quelque chose. Et c'est pour ça que tous les mouvements des marchés financiers, que toutes les choses qu'on va voir par la suite, c'est toujours dans un but de financement. Financer, financer, financer. On peut très bien avoir des très bonnes nouvelles sur les marchés financiers, et malgré les très bonnes nouvelles sur les marchés financiers, avoir des chutes qui sont très impressionnantes. Pourquoi? Parce que les personnes vont retirer leurs billes de certains actifs, qui va faire donc chuter ces actifs-là, dans le but de les mettre ailleurs. Parce que le but, c'est d'investir dans les valeurs qui sont les plus intéressantes. Donc, je retire mes sous sur les valeurs qui sont les moins intéressantes, même si elles sont très lucratives et qu'elles ont elles ont une certaine valeur. Ça, je ne le remets pas en cause, mais je les récupère et je les mets sur d'autres valeurs qui sont encore plus lucratives, qui sont encore plus intéressantes. Donc, d'un côté, ça baisse, de l'autre côté, ça monte. Parce que j'oriente mes capitaux, j'oriente mon financement. Vous voyez, c'est ça, c'est cette partie histoire que je suis en train de vous montrer. C'est pas pour faire de l'histoire pour faire de l'histoire, c'est de pouvoir remettre l'église au centre du village. Notamment sur le fonctionnement des marchés financiers, parce que derrière, lorsqu'on va avancer sur les parties fondamentales et pricing, ça va être directement lié à ce que je suis en train de dire. Donc, 1602, financement du commerce, 1801, confiance, appétit au risque, cadre. Super important, appétit au risque. La valeur est faible, est-ce que je l'achète ou pas? C'est pas l'envie qui me manque, c'est le risque. Je suis pas prêt à me faire arnaquer. À ce prix-là, en tout cas. Potentiellement. Voilà. Une autre date qui est importante et qui image bien du coup le fonctionnement des marchés, c'est fin 1800. Là, ça va être plutôt dans la création. Alors, ça va être la création, comment je pourrais dire, non, qu'est-ce que je dis? Je vais peut-être aller un petit peu trop vite. Je vais peut-être louper un épisode. C'est pas fin 1800, c'est 1848. Là, c'est la création de la place boursière du Chicago, donc là aux États-Unis, Chicago Board of Trade. Autre date qui est importante. Là, c'est vraiment la partie professionnalisation de l'activité qui s'est mise en place par la création de cette place boursière et surtout de la gestion du risque.
Et là, déjà en 1848, on a créé en l'espace de moins de 50 ans et on a fait évoluer les marchés financiers parce qu'il fallait beaucoup plus cadrer ce risque. Donc vous voyez, les marchés financiers dans l'histoire, ils évoluent parce qu'il y a un besoin fondamental derrière. Et c'est tous ces besoins fondamentaux que nous, on va travailler pendant la formation. Voilà. Euh, euh, donc, Chicago Board of Trade, qu'est-ce qui s'est passé à ces dates-là? Donc, à la place boursière du coup de Chicago, il y a la standardisation des échanges. C'est-à-dire que les actions, c'est plus une action comme ci, une autre action comme cela, et une troisième action d'une autre manière, et une quatrième encore d'une autre façon, etc., etc. Là, on standardise une action. Voilà, il y a un papier officiel qui s'appelle l'action et boum boum boum, on retrouve telle et telle chose dedans. C'est la même chose sur toutes les actions. Là, on part dans une standardisation du coup des actifs financiers. Deuxième chose, par le biais de cette standardisation-là, c'est là où on a commencé à avoir l'émergence des premiers instruments sur les marchés financiers, qui est en l'occurrence les contrats à terme, autrement appelés aujourd'hui, autrement dit aujourd'hui les contrats futurs. Donc c'est exactement la même chose, c'est des contrats qui, dans le futur, arrivent à terme. Voilà, si on doit en faire une phrase. Ça, c'était pourquoi la création de ces titres-là. Bah, en fait, c'est par le biais par la cause d'une gestion du risque. Euh, euh, Contrôler, mieux gérer son risque. Comment ça fonctionne concrètement? Eh ben, à l'époque, on avait du coup des agriculteurs qui produisaient du blé, du maïs, etc. Et en fait, il fallait qu'ils revendent leur récolte à un certain prix. Sauf que, connaissant le domaine de l'agriculture un petit peu, c'est très saisonnier. Forcément, il y a des périodes de récolte, il y a des périodes où il n'y a pas de récolte, il y a des périodes où il y a des intempéries, d'autres où ça se passe très bien. Il y a au-delà de l'aspect saisonnalité, il y a aussi l'aspect météorologique qui crée du coup un risque pour les agriculteurs qui était en l'occurrence mon Dieu, j'espère que au moment où je vais faire mes récoltes, entre tout de suite et le moment où je vais faire mes récoltes, j'espère que va pas y avoir comment on pourrait appeler ça, une tempête, voilà, une tempête, un gel, une sécheresse, etc., qui pourrait donc venir ruiner mes récoltes, enfin une partie de mes récoltes, etc. Pour pouvoir limiter ce risque-là, que ça soit aussi par le biais, ça c'est vraiment le besoin que les agriculteurs ont manifesté dans un premier temps, mais ce qui s'est naturellement répandu du coup sur l'intégralité des marchés, que ce soit même par le biais de ces fameuses actions qui sont là déjà depuis maintenant 250 ans à cette époque-là, c'est de pouvoir tout simplement, on définit on crée un contrat dans lequel on va se dire, voilà, ma récolte que je vais avoir au mois de septembre, je la vendrai à ce prix-là. Voilà, on définit un contrat ou un contrat futur de vente, donc qui arrivera dans une échéance, au mois de septembre en l'occurrence, où je vendrai une certaine quantité à un certain prix prédéterminé tout de suite. Voilà. Donc pour pouvoir se protéger de certaines fluctuations de prix qui pourraient arriver entre-temps. Je sécurise un prix tout de suite à une échéance future. Donc les premiers, c'est là où on a eu les premiers échanges et les premiers instruments. L'instrument du contrat futur, de toute façon on va le détailler un peu plus un peu après. C'était vraiment dans le cadre d'une gestion du risque. Donc 1848, gestion du risque, gestion du risque, gestion du risque. Déjà, ils étaient là obnubilés par la gestion du risque avec du blé. Donc nous, autant dire que on va faire pareil dans notre métier. C'est visiblement si la place boursière de Chicago a été montée dans cette optique-là, forcément, c'est pas pour rien. Donc super important. Transfert du risque dans le temps. Euh,
Quatrième date qui feront évoluer les marchés, qui sont super importants du coup pour notre métier, pour notre trading, et c'est ce qu'on, et c'est dans cette même continuité. Fin des années 1800, là, c'est vraiment ni plus ni moins la création de Pitt. Création de Pitt. Création de Pitt. Donc, qu'est-ce que c'est un Pitt fin des années 1800? En fait, tout simplement, là, c'est plus l'organisation des échanges. C'est plus l'organisation des échanges. Parce que, comme on a dit, on était tous dans une salle qui était dédiée à ça, où il fallait être membre, etc., etc. Sauf que c'était le bordel. Il y avait d'un côté Jean Bernard qui voulait acheter des actions de telle compagnie. D'un autre côté, on avait Jean-Philippe qui était agriculteur, qui voulait vendre son blé. Et puis on avait Suzanne qui était ouvrière, qui voulait tout simplement, c'est pas investir dans un élément, enfin peu importe. Voilà, il y avait tout. On était tous là, on était tous au milieu. C'était un peu alors, ça manquait d'organisation. Donc là, ça a été vraiment fin des années 1800, les créations des pits qui ont émergé dans l'objectif d'organiser physiquement. On appelle ça le flow. Le flow, qu'est-ce que c'est le flow? Le flow, c'est les échanges. Voilà, l'organisation des échanges. Donc, les organisations des échanges par classe d'actifs. Donc, on avait un pit. Un pit, qu'est-ce que c'est? C'est une petite salle, qui ressemble un petit peu, si on peut le comparer aujourd'hui, vous pouvez regarder sur Google, vous mettez pit trading, ou autrement appelé, si vous voulez avoir une image bien précise, vous pouvez aussi taper ring, parce qu'en fait, ni plus ni moins, ça ressemblait un peu aujourd'hui à un ring. C'était voilà, un peu comme un ring de boxe. Au centre, une petite esplanade vide. Quand ils montaient dessus, c'était pas pour se taper dessus, c'était simplement pour échanger. Et il y avait donc un ring par actif, un ring pour les matières premières, un ring pour les actions, un ring, etc., etc., etc. Donc il y avait, on appelait ça des fosses, des rings, des pits. On retrouve plusieurs synonymes, c'est des termes qui ont évolué en fait tout simplement dans le temps. C'est une fois qu'on a organisé ça, on a organisé le flow, que en ce moment on a commencé à faire le début des échanges à la criée. Les échanges à la criée. Les échanges à crier, c'est tout simplement, j'ai un papier, j'ai un stylo, et pour échanger mes titres, je crie très fort. Bonjour, je m'appelle Maxence, je veux 2 actions de telle compagnie, qui vend, à quel prix? Ou alors je fais directement une offre. Voilà. Donc début de la criée. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à communiquer de cette manière. Et qu'est-ce qui est important à retenir dans cette date-là? On a pu voir 1602 commerce, financement de l'économie, 1801 confiance, appétit au risque, le troisième 1848 gestion du risque, fin des années 1800, celui qu'on est en train de faire. Là, c'était plutôt dans une optique de d'analyse comportementale. Voilà. Donc là, en fait, les acteurs se retrouvaient et il y avait un comportement des acteurs. C'est-à-dire que forcément, l'analyse comportementale. Je vais vous faire un exemple typiquement tout de suite. Voilà, je m'appelle Maxence, je veux une action de Apple. Et maintenant, je vais vous la refaire. Je m'appelle Maxence, je veux des actions de Apple. Et là, hop, dans mon intonation de voix, dans ma manière de me comporter, de ma manière de demander, j'ai une notion d'urgence et l'autre, je n'ai pas de notion d'urgence. Et ça s'entend et ça se voit. Et à partir de ce moment-là, c'est là où les marchés financiers ont commencé à évoluer, notamment en ayant un comportement qui soit quasi, qui est très proche de l'humain. C'est pour ça que les marchés financiers sont vraiment aujourd'hui, avec la technologie que nous avons, on aurait pu se dire c'est tout informatisé, tout électronisé, même si on voit qu'effectivement statistiquement les 3/4 des échanges qui s'effectuent sur les marchés financiers sont faits de manière automatisée. Et il se trouve que les personnes qui se sont mises derrière le code de ces algorithmes sont bien des humains.
et on a vraiment la foule, la panique, l'euphorie. C'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui encore sur les marchés financiers. Tous ces biais-là comportementaux qui ont un impact significatif. Donc, le parti comportemental et pricing, c'est notamment l'un des chapitres également du cursus de formation. Au moins, vous voyez, tout le programme de formation n'est pas fait au hasard, parce qu'il est nécessaire, ce qui est nécessaire aujourd'hui, ce qui est nécessaire de connaître, ce qui est nécessaire d'apprendre. Et ensuite, nous allons la dernière date. Et après, je vous embête plus avec ça parce que on aura peut-être un petit peu fait le tour dessus. C'est dans les années 1900. Là, c'était plutôt la standardisation des PIT. Standardisation des PIT. Voilà. Standardisation des PIT, tout simplement, bah là, c'est vraiment, on a de nouveaux acteurs. Standardisation, c'est là vraiment dans l'organisation des PIT, des rings. On a vraiment défini des acteurs. Et bah, on a des vestes, notamment on les triait par couleur de veste. Vous pouvez regarder sur internet, il y a souvent des couleurs de veste. On avait des vestes, je ne me souviens plus exactement de la couleur des vestes, mais il me semble qu'on avait des couleurs de verse vertes, c'était pour les brokers. On avait les rouges, c'était pour les traders. On avait les blanches, c'était pour les market makers. On en avait d'une autre couleur, c'était pour les locaux. Ceux qui étaient sans veste, c'était les runners. Donc c'était souvent des étudiants qui faisaient ça un peu, bah, les jobs étudiants, entre le monsieur qui criait, qui faisait son échange. Il prenait le papier, il donnait un petit gosse et qui courait, qui récupère le papier, qui courait dans la salle pour aller le ramener à son équipe pour qu'il puisse enregistrer l'ordre. Donc ça a été la standardisation des PIT par le biais en la création des fameux rôles broker, market maker, les locaux et les traders. Ça a été à ce moment-là qu'on a créé la gestuelle, les gestes codifiés. Ça c'est très rapidement, il y avait un peu comme un langage des signes, parce que commençait à être nombreux dans les salles, donc un peu le langage des signes où un certain langage des signes qui est propre à la finance, à ces PIT, là. Donc là, la standardisation des PIT ont mis la priorité sur notamment sur comment je pourrais dire, ont mis vraiment la priorité sur la partie professionnalisation de l'activité. Voilà. Là, pour le coup, on pouvait y accéder en tant que particulier, mais bon, fallait toujours il fallait avoir une licence de trader entre guillemets, comme un peu aujourd'hui une licence de taxi entre guillemets. Bah, aujourd'hui, on peut tous devenir taxi. Après, est-ce que on est tous prêts à acheter une licence de taxi pour s'amuser à faire le taxi le week-end? Potentiellement pas tout le monde a les moyens de le faire. Eh ben, c'était un peu dans un peu la même problématique, c'est que à cette époque-là, du coup, pour ça on disait que c'était réservé à un métier qui était à l'élite, parce que c'était compliqué d'accéder à ces fameuses salles. Tac 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 tac. Donc voilà ce qu'on peut en retenir vraiment de ces deux dates-là dans l'évolution du trading. Comment je pourrais dire, ça serait plutôt de l'optimisation, hein. Franchement, c'est que de l'optimisation, c'est qu'on appelle ça, informatisation, électronisation. C'est la pré-électronisation de la bourse dans les années 2000. C'est de l'optimisation. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de grand chose à en tirer. C'est de la professionnalisation, de l'optimisation. Voilà. Et ensuite, c'est vraiment dans les années 2000. Donc qui est tout récent, on a eu l'électronisation de la bourse par arrivée d'internet, qui est toute récente, c'est tout jeune, hein, c'est tout vieux, hein, parce que les graphiques comme vous voyez à l'écran, c'est quelque chose qui est très récent, c'est très très jeune. Je parle pas des graphiques en eux-mêmes, mais je parle de l'électronisation de la bourse. Donc là, c'est vraiment la centralisation des échanges, etc. C'est quelque chose de très très vieux, très très jeune, pardon, à l'inverse, très très jeune.
Donc voilà, ça c'est quelque chose que du coup faut bien retenir. Nous, notre acteur en tant que trader sur les marchés financiers, on est là pour financer l'économie, financer le commerce. Et on se dira, oui, Maxence, comment est-ce qu'on peut financer l'économie lorsque j'achète un titre, je le garde 1 heure et demie et que je le revends plus loin? Est-ce que j'ai réellement un impact positif? Si oui, quel impact cela a? Alors, en soi, je vais être transparent avec vous. Le fait d'acheter un titre, de le garder 1 heure et demie et de le revendre après en prenant un petit billet au passage, est-ce que réellement on a un impact sur l'économie? Alors, non. Ça, par contre, oui, non, non. Mais par contre, il faut le voir un peu comme un travail de fourmi. Comme si on était des petites fourmis, on est des apporteurs de liquidités. On prend un contrat, on est donc une contrepartie à l'instant T, et plus tard, on est une contrepartie à un autre moment pour offrir ce fameux contrat que nous avons préalablement acquis. Donc on est vraiment dans les petites fourmis qui, faut le voir un peu comme si on était l'huile des marchés financiers. Voilà. Donc on n'a pas réellement d'impact si on n'est pas dans le cadre de l'investissement, hein, je parle vraiment pour ceux qui vont investir. Si on n'est pas dans le cadre vraiment de l'investissement, effectivement, on est plus l'huile moteur. Si on est vraiment dans le cadre d'investissement, là, on est plus le moteur lui-même. Voilà. Carburant, plutôt. Voilà. Donc comme ça au moins c'est plus clair à ce niveau-là. Donc en termes d'actifs, on va reprendre un petit peu le S&P. Elle marche plus ma touche. Ouais, elle marche plus. Bon, S&P 500. S&P 500, donc reprenons S&P 500. Dans le S&P 500, on va retrouver, du coup, comme je disais, le SPX. Alors le SPX, qu'est-ce que c'est que le SPX? Ni plus ni moins, le ticker SPX, le symbole SPX, c'est le S&P 500, mais c'est un ETF. C'est un ETF. Qu'est-ce qu'un ETF? Je pense que ça c'est clair pour beaucoup de personnes, au cas où, petite parenthèse, c'est un panier d'actions. Voilà, c'est-à-dire que au lieu d'acheter une action de Apple, une action de Microsoft, etc., 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 je peux investir dans plusieurs actions en même temps, dans un panier d'actions, donc dans une sélection d'actions, et donc ce panier-là porte différents noms en fonction de sa composition. En l'occurrence, celui-ci, c'est le S&P 500, c'est donc un panier d'actions qui regroupe les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines. Et donc quand j'achète du SPX, j'achète une petite partie de toutes les sous-jacentes qui composent le S&P 500, donc de toutes les petites actions qui le composent. Voilà. Donc c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas acheter directement du S&P 500? Par exemple, Apple. Je veux acheter une action Apple. Action d'Apple de $200. Je débourse $200. J'ai une action Apple et en contrepartie, je touche un dividende. Voilà, j'ai mon action Apple. Pourquoi est-ce que je pourrais pas acheter directement le S&P 500? Parce que le S&P 500, ce n'est pas une entreprise. Il n'existe pas une entreprise qui s'appelle S&P 500. Qui regroupe le S&P 500 ne détient pas Apple. Ce n'est pas une entreprise. Le S&P 500, c'est un indice boursier, c'est un calcul mathématique. C'est un calcul mathématique. C'est ni plus ni moins un indice. Un peu comme si on était dans une voiture et que votre compteur de vitesse, il vous indique la vitesse de votre voiture. C'est un indice, c'est un indicateur. Voilà. Et comment est-ce que cet compteur de vitesse évolue à la hausse ou à la baisse? Il évolue en fonction du régime moteur, etc., la vitesse des roues, etc. Moi, je ne m'y connais pas énormément en voiture. Désolé. Donc, c'est un indice qui va évoluer vis-à-vis du sous-jacent, la vitesse des roues, les régimes moteurs, voilà, etc. C'est un indice. Si je prends mon doigt, je prends le compteur de vitesse et manuellement je le fais monter à 300, ma voiture ne va pas avancer à 300 km/h. Mon compteur sera à 300, mais ma voiture elle va pas accélérer.
c'est un compteur. Il évolue par rapport à un sous-jacent, à un calcul sous-jacent. Voilà. Et ben, le S&P 500, c'est pareil. C'est un indice, c'est un calcul mathématique. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas investir sur le S&P 500 comme on pourrait investir sur du Apple. Et donc, les fameux ETF ont été créés par des banques. Hein, c'est souvent des banques qui créent ça, ou des banques d'investissement, des banques d'affaires. JP Morgan, BlackRock, notamment quand vous regarderez un petit peu les ETF S&P 500, vous retrouvez Vanguard, BlackRock, etc. On retrouvera plusieurs ETF du S&P 500. Voilà, chaque banque crée un peu ces fameux ETF qui tout simplement répliquent l'indice du S&P 500, mais en contrepartie, lorsqu'on achète leur ETF, eux, ils vont réellement investir dans ces fameuses entreprises individuellement. Voilà, ils s'occupent de ni plus ni moins de rendre la possibilité, l'accès à l'investissement direct du S&P 500 sous forme d'ETF. Donc quand il dit sous forme d'ETF, c'est-à-dire que globalement, les ETF après ils ont des frais. Forcément, quand on achète, si j'investis 100 € sur l'ETF S&P 500 de Vanguard, il va y avoir des frais, un peu comme une assurance vie aujourd'hui. Boum, 1% de frais ou X%. Pardon, excusez-moi. Donc S&P 500, ETF. Ok, SPX. Donc ça va être très bien pour ceux qui veulent notamment investir. Donc le SPX, on le retrouvera principalement sur les CTO, les comptes titres ordinaires, ou alors auprès de courtiers. Donc les courtiers, ça va être eToro, Trade Republic, Interactive Broker, etc., etc., etc. Donc soit sur des portefeuilles de courtage, ou bien on peut aussi retrouver les fameux ETF dans des produits bancaires, comme le fameux CTO qui est le compte titre ordinaire. Voilà. Le PEA, lui, ne le permet pas. Il me semble que le PEA, il est très restreint. Le PEA, il a un catalogue d'actifs qui est beaucoup plus restreint. Mais ça, on détaillera un petit peu cet aspect PEA, CTO, assurance vie, compte de courtage, etc., etc. Ça, c'est un petit peu après. Les supports. Donc le SPX. Ensuite, maintenant que c'est clair, voilà, il y a le US 500. Alors SPX, c'est vraiment, je dirais plutôt le comptant. C'est le comptant, c'est du de UTF. C'est du comptant, hein, c'est du comptant. Donc c'est-à-dire, je vais à ma boulangerie, je demande une baguette. Elle va me dire 1 euro, je donne 1 euro et j'ai ma baguette, je l'ai acheté, ma baguette au comptant. Voilà. Avant on pouvait le faire, maintenant on peut, visiblement ça se fait plus, mais avant on pouvait effectivement aller dans une boulangerie et dire je veux une demi-baguette. Et il nous disait bon mais aujourd'hui ça se fait plus. Donc aujourd'hui si on va demander une demi-baguette, dans l'immense majorité des boulangeries, ils vont nous dire non, c'est soit tu prends la baguette en entière, soit tu ne la prends pas. Tu vas pas acheter une demi-baguette, tu vas pas acheter une demi-action, tu vas pas acheter un demi de quelque chose, tu vas pas acheter une demi-voiture. Tu ne peux pas. Quand c'est au comptant, quand on parle au comptant, c'est soit tu achètes pas. Point. Ça c'est la partie au comptant. Il y a une deuxième façon d'acheter, de travailler sur le S&P 500. Donc ça c'est le deuxième instrument, on appelle ça, là le ticker c'est le US 500, on appelle ça le CFD, c'est le contrat for difference. Et donc ça va être super important. Là au niveau, là je vais parler pour ceux qui veulent détenir un portefeuille de trading, ou alors que ce soit même dans le cadre des investissements. Le contrat for difference, attention, attention, attention. En Europe, on a très très peur de ça. C'est pour ça notamment que ils régulent les effets de levier. Attention, c'est dangereux, les arnaques, les ceci, les cela. Donc en Europe, quand on connaît pas, on connaît bien, on régule.
virgule, voilà, tout simplement. Donc le ES 500, qui est ni plus ni moins le ticker du contract for difference. Qu'est-ce que c'est le contract for difference? Et ben le contract for difference, à la base, c'était, ça a été créé par les banques pour pouvoir échanger un sous-jacent sans jamais le détenir. À la base, c'est un produit interbancaire. À la base, un produit interbancaire, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins un produit, un contrat, comme son nom l'indique, qui est fait par les banques dans le but d'être échangé avec d'autres banques. Bon, aujourd'hui, c'est un peu plus démocratisé, c'est parti un petit peu plus dans tous les sens, mais à la base, c'était comme ça. Pourquoi c'était créé et pourquoi c'est toujours autant médiatisé aujourd'hui dans le monde des marchés financiers pour les particuliers en l'occurrence. Le parti US 500, donc Contract for Difference, c'est un contrat dans lequel ça va régir deux parties, deux organismes, deux entités. Pas une, pas trois, pas quatre, deux. Un acheteur, un vendeur, une contrepartie. Deux contreparties, point. Dans ce contrat-là, on va faire référence à un sous-jacent. Un sous-jacent qui peut être l'action Apple, qui peut être le prix du baril de pétrole, qui peut être une obligation, donc de la dette, qui peut être du Bitcoin, etc. Peu importe soit-il. Ça peut être aussi très bien ma voiture Renault. Ça peut être... Voilà, je pense que vous avez compris. Et on va définir le prix de ce sous-jacent. Le prix actuel, il est de temps. Le prix de ma voiture Renault aujourd'hui sur le marché, c'est tant. Ok, le prix actuel, tant. Paf. Ensuite, je vais me dire, moi, je vais mettre un peu comme l'équivalent d'un pari sportif BetClick, je ne sais plus comment ils s'appellent les autres paris sportifs, l'équivalent d'un BetClick, je mets tant, je parie tant sur la hausse de cet actif, voilà, de ce sous-jacent, sur la hausse de ce sous-jacent. Je cherche une contrepartie. Et je vais toquer à la banque toquer à la porte de mes banques voisines. Bonjour, est-ce que tu es ma contrepartie? Oui, non, non. Ok. Bonjour, est-ce que vous êtes ma contrepartie? Oui, oui. Ok, très bien. Hop, signé ici. Boum. Et lui, il parie un autre montant dans le sens inverse. C'est ma contrepartie. Et donc, on s'est mis d'accord sur ce contrat-là que la valeur de ce sous-jacent, donc la valeur de ma voiture Renault, si jamais elle prend 1% en valeur, donc sa valeur augmente de 1%, ma contrepartie, ma banque voisine, va me devoir 1% de mon portefeuille. À l'inverse, si le prix évolue de 1% dans le sens inverse, c'est moi qui va lui devoir 1% de son propre portefeuille. Mais comme on a dit, c'est un contrat et on met ce qu'on veut dedans. On peut très bien se dire, finalement, quand il y a quand le prix il augmente de 1%, en fait, tu me dois pas 1% de mon portefeuille, tu me dois 10% de mon portefeuille. À chaque fois que le prix évoluera de 1%, tu me devras de 10% supplémentaires par évolution de 1%. Voilà, le prix évolue de 100 dollars à 101 dollars. Donc l'évolution du prix a évolué à hauteur de 1%. Tu me devras l'équivalent de 10% de mon portefeuille à chaque fluctuation. On met ce qu'on veut, c'est un contrat. C'est un pari. Donc, ce qui veut dire que pourquoi on fait sous forme de contrat, c'est souvent lorsque il y a des montants considérables qui sont engagés. C'est-à-dire, je suis une banque, j'ai beaucoup d'argent à investir sur les marchés financiers, notamment peut-être prenons l'exemple de l'action IONQ.
Voilà, IONQ, c'est une petite capitalisation dans le quantique, dans les ordinateurs quantiques. Il se trouve que c'est un tout petit marché, c'est une toute petite entreprise. Je suis une grosse banque qui a quelques milliards sous les bras. J'aimerais investir dans cette entreprise-là. Si j'investis dans l'entreprise avec une somme aussi importante, le problème c'est que je vais faire bouger les cours de l'action de manière plus ou moins importante et ça va me desservir parce qu'à moi tout seul, en fait, je fais bouger les cours du marché. Et puis si mon objectif c'est de le rentrer pour rester une semaine et puis tout revendre la semaine prochaine, ça veut dire que je fais bouger tous les cours du marché dans un sens et puis la semaine prochaine tous les cours du marché dans l'autre sens. Autant dire que je peux avoir des problèmes, on appelle ça de contrepartie, de liquidité, de contrepartie. J'ai pas suffisamment de contrepartie en face de moi que quand j'appuie sur le bouton acheter, les cours augmente et à l'inverse je pas assez de contrepartie pour écouler mon nombre d'actions acquises que le cours de l'action évolue à la baisse et donc pour contrecarrer ce manque de contrepartie de liquidité on met sous forme de contrat, on toque auprès des portes et on essaie de trouver une contrepartie qui nécessite que je n'ai jamais besoin d'investir réellement, de mettre réellement cet argent-là sur les marchés et au moins sous forme de contrat, c'est instantané. J'ai pas de problème de contrepartie, j'ai pas de problème de liquidité, j'ai pas de problème de tout cela. Donc c'est vraiment une alternative pour pouvoir opérer en parallèle sans réellement détenir le sous-jacent, donc sans réellement acquérir cette action-là, dans le but, ni plus ni moins, de ne pas être confronté à des problèmes d'échange, de liquidité, de flux. Mais ça peut être aussi autre chose, hein, ça peut être aussi par risque que, je sais pas, X, risque X, voilà. Voilà. Donc le problème c'est que y a des petits malins avec le contrat for difference du coup dans les années 2000, c'est que ils ont démocratisé en fait cet aspect-là. Notamment quand je dis les petits malins, ce sont surtout les courtiers. Ce sont surtout les courtiers, c'est-à-dire que à l'époque, quand on a eu l'électronisation de la bourse qui est arrivée, effectivement, on avait toujours aussi, je reprends cette image-là de le trading, c'est pour l'élite, pour ceux qui ont beaucoup d'argent, c'est les grands méchants financiers, plein d'argent, trop forts, trop riches. Et en fait cette image-là, elle a été pas mal aussi alimentée, notamment dans les années 2000, parce que quand on a eu l'électronisation de la bourse, les plateformes de trading et les premières plateformes de trading, notamment la première plateforme de trading qui proposait les premiers outils, c'était TT, Trading Technology, qu'on pourra retrouver un petit peu aussi sur internet. Je vous inviterai en parallèle, n'hésitez pas, hein, à chaque fois que je dis des choses, au contraire, faites des recherches à côté parce que ça permettra aussi d'approfondir par vous-même toutes ces notions-là, c'est toujours plus intéressant. Trading Technology, et en fait à cette époque-là, c'était 1500 $ par mois. Et on était dans les années 2000. Donc les années 2000, on n'avait pas le même SMIC qu'aujourd'hui. Hein. On n'avait pas les mêmes revenus. Donc 1500 $ par mois, même déjà aujourd'hui, c'est une somme qui est colossale. Alors qu'il y a 20 ans en arrière, c'était plus qu'une grosse somme. Inaccessible pour le commun des mortels, pour le commun des particuliers, je parle. Autant dire qu'en plus de ça, chaque place boursière font payer, on appelle ça les données de marché. Aujourd'hui, on a une box internet. On paye un abonnement internet pour pouvoir accéder à un flux internet. D'accord ? Si on ne paye pas le flux internet, notre fournisseur va nous couper l'accès internet. Naturellement, ça nous paraît complètement logique. C'est exactement pareil sur les marchés financiers, il y a des flux. Si on ne paye pas ces flux, on n'a pas accès au marché financier. Et là, vous allez me dire, ouais, mais moi je comprends pas parce que j'ai, pour certains, accès à des marchés financiers, pourtant je paye rien. Voilà. Et c'est sans doute à la fin de mon explication que ça va être plus clair. Donc il faut payer ces flux de marché et qui représentaient aussi un coût et qui est aussi pareil à cette époque-là, c'était l'équivalent de 150 $ de mémoire, un peu plus de 150 $ par place boursière. Hein. Bien sûr, forcément, chaque place boursière a des flux différents, donc il fallait les flux pour les matières premières, des flux pour des actions de tel continent et machin. Donc autant dire que quand on cumulait un peu le tout, ça nous coûtait facile un petit 1750 $ par mois pour commencer juste à bien sûr un ordinateur, hein. Il fallait bien sûr un ordinateur,
aussi, hein, le matériel, mais bon, après ça, ça s'amortit dans le temps, mais bon, 1750 $ à peu près, en moyenne, au début, pour pouvoir, sous réserve d'avoir l'ordinateur, accéder visuellement et faire des analyses sur les marchés financiers. Très compliqué, très compliqué, très compliqué pour les particuliers, très compliqué. Donc, du coup, il y a des, comme je disais, je reprends le terme petit malin, qui, du coup, ont détourné le CFD, le Contract for Difference, donc le fameux US 500, l'ont détourné en faisant quelque chose de façon très simple. Ils ont compris une chose, c'est que le Contract for Difference, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins un pari. C'est un pari. Un pari que l'un des deux va gagner ou perdre de l'argent vis-à-vis de l'actif sous-jacent. C'est un pari. Bon, statistiquement, entre 75 et 90% des particuliers perdent sur les marchés financiers, sachant qu'en plus à cette époque-là, les formations, il n'y en avait quasiment pas. Donc autant dire qu'on était plus proche des 90 que des 75. Donc les courtiers ont eu une petite idée en tête. Ils se sont dit, bon, eh ben, je vais créer ma propre plateforme et je vais la rendre gratuite. Boum. Alors là, forcément, quand il y a quelqu'un qui te dit, bon, j'ai une plateforme pour toi de trading, c'est gratuit, viens t'asseoir sur la chaise, et ben on se dit, waouh, incroyable. Parce que normalement, c'est 1500 €, hein, 1500 $, hein, hors TVA. Oui, c'est intéressant. Donc je crée ma propre plateforme, je la mets gratuite, et je vais donc du coup acheter les flux. Les flux, pareil, qui sont exorbitants. Sauf que moi, c'est interdit de prendre les flux et de les rendre accessibles but en blanc à d'autres personnes. Par exemple, moi, je paye mes flux là pour mes marchés financiers. Je ne peux pas, par le biais de X, pouvoir mettre à disposition ces flux-là pour vous de manière gratuite. Ce n'est pas possible. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que, ils récupèrent les flux réels et ils font un copier-coller des flux réels, un copier-coller. Donc, ils prennent le SPX par exemple, ils prennent les flux du SPX, ils prennent les flux du mini S&P 500 futur, ils reprennent des flux, voilà, peu importe soit-il, un flux, hop, et ils font copier-coller. Clic droit, copier, clic droit, coller, hop, on va renommer l'indice au lieu de l'appeler ES, donc le e-mini contrat futur S&P 500, on va le renommer US 500. Voilà, US pour États-Unis, 500, voilà, ça fait un beau symbole, c'est très bien. Et bien sûr, on va changer un petit peu la cotation. Hein, si on voit bien, le S&P futur, il a 7124 points. Le US 500, il est à 7087. Ah bah tiens, une différence déjà de 100 points. Et puis, si on va sur encore un autre courtier, on est à 7096. On est encore sur une autre cotation. Et puis, si on va sur un autre courtier, 95, 92, 92 toujours. Bon, je vais peut-être pas tous les faire, mais je pense que vous avez compris un peu la mécanique. Pepperstone, FW, après de toute façon il n'y en a pas tant que ça. Il y en a pas tant que ça. IC Market peut-être 85, ok, bon voilà. Donc on récupère les flux, on modifie la cotation. Comme vous avez pu le voir, c'est un peu une cotation qui est différente avec chaque courtier, parce que chacun copie le marché à sa manière. Et puis modifier un peu les cours. C'est-à-dire que bon, ici on va le faire monter un petit peu plus haut que le vrai marché, et ici on va le faire descendre un petit peu plus bas que le vrai marché. Faire un petit peu, pas forcément de manipulation de cours boursiers de manière artificielle, mais d'exagérer en fait un peu plus certains mouvements, parce que forcément c'est censé ne pas être l'exactitude, ça serait de la contrefaçon sinon. Voilà. Donc l'objectif c'est d'avoir un marché un petit peu différent pour pas que l'on vienne nous taper sur les doigts en disant oh les gars vous abusez, vous avez fait un copier-coller, vous avez renommé le nom, faut pas, voilà, hein. Non, ils ont fait quand même un petit effort au-delà de modifier le nom, de changer un peu la cotation, d'exagérer certains mouvements par rapport à d'autres, d'avoir entre guillemets un marché qui soit complètement différent mais à la fois le plus réaliste possible et proche du réel, pour rendre tout simplement ce flux là copié gratuit.
qui est le leur du coup. Et donc toute personne qui arrive sur les marchés financiers, qui arrive sur le CFD, le contrat for difference, le US 500, et ben il se retrouve à trader contre le courtier. Le courtier met à disposition sa plateforme avec ses flux, et lui, son objectif, c'est que vous perdiez. Plus vous allez perdre et plus il va récupérer d'argent. C'est un contrat entre deux entités, entre deux organismes. Et bah forcément, quand il a tout intérêt à vous mettre à disposition un maximum d'outils, de graphiques, de gratuits, accessibles, etc. De maximum, de maximiser les choses pour que vous puissiez être en mesure de poser de l'argent sur leur compte qui est comme le hasard est bien fait, ce sont aussi des courtiers, donc c'est très bien. Pour pouvoir tout simplement récupérer une partie de votre capital dans les moments de perte. Et il y a des et là, c'est là où j'emploie le mot petit malin, parce que certains ont un peu exagéré, et notamment surtout des courtiers qui sont extra-européens, qui forcément, quand tu es le courtier, quand le courtier c'est vraiment ta contrepartie, il y a un conflit d'intérêts qui est immense. C'est-à-dire que le gars qui te montre comment les choses évoluent, c'est lui qui contrôle ce que tu vois, c'est lui qui contrôle comment ça évolue, et en plus de ça, c'est lui qui récupère l'argent lorsque tu perds. Donc le conflit d'intérêts est immense. Aller directement dans une cage à lions, ça ira plus vite. Et donc du coup, il y a certains courtiers extra-européens que je citerai pas, qui sont notamment listés sur la liste noire de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, où certains s'amusent, ni plus ni moins, à dire bon on a Thierry, Jacqueline et Maxence qui sont en achat sur les S&P 500. Je vois qu'ils ont mis un stop loss. Ils ont mis une limite de perte. Donc ça veut dire que si cette limite de perte est atteinte, je vais pouvoir récupérer un petit peu d'argent, récupérer leur argent en l'occurrence. Donc du coup, c'est très simple, je fais descendre les cours de manière complètement artificielle, uniquement sur la plateforme. Ça sera visible que par eux. Hop là, on descend, on descend. Hop, on récupère, hop, terminé, merci, au revoir. On manipule un peu les cours. Donc il y a eu des dérives comme ça qui se sont faites beaucoup pendant longtemps. Et au-delà de ça, voilà, ça a beaucoup engendré du coup de problèmes, ni plus ni moins. C'est pour ça que notamment en France, la partie CFD aujourd'hui est plus régulée. Le problème c'est qu'ils sont un petit peu à côté de la plaque sur certaines choses, donc du coup ils se sont dit bon on va réguler les effets de levier, peut-être que ça limitera la casse. Oui et non. C'est compliqué. Enfin bref, ça c'est un autre débat, c'est pas l'objet de la vidéo. Donc voilà, au moins quand le US 500 c'est beaucoup du coup des valeurs, des tickers qui sont accessibles uniquement par le biais de comptes de courtage. Donc c'est pas des produits bancaires qui sont accessibles du coup eToro. Quand je dis eToro, voilà, eToro, IBKR, tous ceux que voilà, tous les courtiers, voilà. Très bien. Donc US 500. Ensuite, on va voir le ES ou le MES. Donc là, c'est le troisième instrument et on fera le dernier. On va pas aller plus loin parce que c'est les trois plus importants, parce que c'est les trois que vous êtes sans doute confrontés. Après, il y en a d'autres. Il y a des warrants, il y a des turbos, il y a des options. Voilà, il y en a pas mal d'autres. L'objectif, c'est pas de tous les faire parce qu'on va se concentrer uniquement sur ce qui va nous intéresser, ce qui va être utile dans notre trading et ce qui est important de savoir. Donc contrat futur, voilà, tout simplement. ES ou MES. Pourquoi j'en ai mis deux, ES ou MES? Là, on peut voir notamment sur mon graphique, c'est du ES tout en haut à gauche, ES1 point d'exclamation précisément. Il y a aussi le MES qui se fait aussi. Ni plus ni moins, en fait, c'est toujours le S&P 500, mais en contrat futur. Voilà, c'est comme on reprend un peu l'exemple de la petite histoire que j'ai faite en début de vidéo. C'est que
ce sont les contrats futurs, ce sont des contrats standardisés qui sont émis, régulés par une place boursière qui arrive à échéance une fois par trimestre. Donc là, la prochaine échéance du contrat futur, il me semble que c'est juin. Et en fait, c'est tout standardisé et ça permet tout simplement d'avoir une cotation qui se fait de manière plus élargie. Donc là, je pense que vous n'avez pas tout à fait tout compris, donc je vais la refaire. Le ES, le MES, donc le S&P 500, le S&P 500 en contrat futur, c'est ni plus ni moins un contrat, tout comme le contrat for difference, sauf que à la différence de celui-ci, c'est que c'est un contrat qui est standardisé, qui est régulé. C'est pas un contrat qu'on fait entre deux entités, entre deux organismes, entre deux banques, entre un courtier et un client, comme on a pu voir ensemble avec le contrat for difference. C'est un contrat qui est standardisé. Donc c'est un contrat qui est déjà pas créé sur un bout de table, en exagérant dans les termes, bien évidemment. C'est un contrat qui est rédigé par une place boursière, donc là par un organisme officiel, par une place boursière. C'est une place boursière comme l'Euronext, le CME, le CIBOT, pour ceux qui connaissent, qui vont donc créer ce fameux contrat, ce contrat futur, ils vont donc le standardiser. Donc ça va être, il y aura des millions et des millions et de millions de contrats qui sont exactement pareils. Et ces contrats-là, du coup, qui sont tous exactement pareils, on va les mettre en circulation. Donc en fait, ils vont créer un marché qui est parallèle au marché comptant. Donc le comptant, reprenons l'exemple on peut en prendre celui du SPX pour l'ETF, mais on peut prendre aussi pour Apple, voilà, l'action d'Apple. Donc on reprend les marchés réels, les vrais marchés. Donc on échange de l'argent contre une vraie action. Donc c'est un marché où forcément il y a des acheteurs, il y a des vendeurs d'actions par ligne de prix. Là, c'est exactement la même chose, c'est la copie, sauf que au lieu que ça soit des actions, c'est des contrats. Voilà. Et en l'occurrence, tous les contrats appartiennent à la place boursière et sont étalés par ligne de prix. 200, au prix de $200, il y a tant de contrats disponibles. À la ligne de $201, il y a tant de contrats disponibles. À la ligne de $202, il y a tant de contrats disponibles, etc., etc., etc. Donc c'est la standardisation qui va permettre petit 1 à avoir un échange qui est instantané. Quel est l'intérêt du contrat futur par rapport au SPX et que notamment les traders adorent travailler sur le contrat futur, c'est que petit 1, c'est standardisé, c'est instantané, parce qu'en fait on échange avec la place boursière, hein, ni plus ni moins. Et les frais de transaction sont très réduits. Donc autant dire, c'est un peu l'instrument dans le cadre où on ne souhaite pas faire de l'investissement parfait, qui coche vraiment toutes les cases. Très accessible financièrement dans le sens où les frais sont très peu chers, transactions instantanées, sécurité parce que c'est la place boursière qui gère ça. Voilà, c'est vraiment le top du top. Donc pour le coup, les contrats futurs, c'est ce qui va être le plus utilisé par moi-même, mais aussi c'est sans doute l'instrument qu'on va le plus voir. Ça va être soit dans les chapitres qu'on va faire du coup sur tout ce qui est investissement, la partie ETF ou la partie action, hein, voilà. Soit ça sera plutôt la partie plutôt hors investissement trading, ce qui sera beaucoup sur contrat futur. Voilà. Moi derrière, je suis pas forcément anti-CFD. Je suis pas forcément anti-CFD, faut pas le voir comme cela. Il y a dans le CFD, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Il y a la possibilité notamment dans la capacité à manager ces positions qui sont beaucoup plus intéressantes que sur la partie autre instrument. Donc il y a plein de caractéristiques qui sont très intéressantes du contrat CFD.
pour le CFD, mais au niveau frais de transaction et prendre le risque d'être confronté à un monsieur qui pas très honnête. Quand je dis un monsieur, c'est un courtier. Voilà. Ces deux éléments-là font que c'est un petit peu moins intéressant, voilà, de mon côté. Donc voilà, un petit peu. Vous voyez, je parle beaucoup, je débite beaucoup. Tac, tac, tac. Les produits. Oui, c'est ça que je voulais faire. Comme ça, on termine sur cette partie-là et on termine sur cette partie-là. Les produits, parce que là, on a du coup les tickers, enfin les actifs. Le S&P 500, c'est donc un actif. Voilà. L'instrument, les différents instruments, instrument 1, instrument 2, instrument 3. Et ensuite, on a les produits. Donc les premiers produits, ça va être par exemple tout ce qui est assurance vie, PEA, plan d'épargne en action, CTO, compte titre ordinaire, courtier, les comptes de courtage, compte de courtage. Broker, hein. Le broker, c'est ni plus ni moins l'appellation en anglais du mot courtier, hein, tout simplement. Hein, entre la différence entre un courtier et un broker, il n'y en a pas. Il y en a un qui est en français, l'autre qui est en anglais. Voilà. Voilà. Donc, on a les trois premiers qui sont tout simplement des produits bancaires. C'est des produits bancaires. On a, dans un premier temps, l'assurance vie, le PA, le CTO, qui sont donc trois produits bancaires. L'assurance vie, bon, l'objectif c'est pas de faire un cours de banque. L'assurance vie qui notamment est beaucoup sollicitée, qui est un produit bancaire qui est extrêmement intéressant pour tout ce qui est transmission, héritage, exonération des de transmission. Je m'en souviens plus le terme exact. Ça remonte. Mes connaissances en banque sont bien vieilles. C'est des avantages fiscaux sur tout ce qui est transmission. Voilà. Et au-delà de ça, à partir de... Oui, c'est ça. À partir de ça, on a parti et puis avantage fiscal notamment sur tout ce qui est le PFU, la flat tax, pardon, de 30% au bout de 8 ans, si je dis pas de bêtises, à, à reconfirmer. Le PEA, c'est un plan d'épargne en action. Donc là, c'est un portefeuille qui est sur l'assurance vie. On peut mettre des actifs, hein. On peut mettre des ETF, on peut mettre quelques actions, mais c'est un catalogue qui est très limité, qui est très encadré. On va surtout investir dans des secteurs en fait, des secteurs énergétiques, des secteurs industriels, secteurs technologiques. À la limite, on peut mettre quelques actions, mais c'est un catalogue qui est très cadré. Voilà, c'est restreint. Le PEA, beaucoup plus ouvert déjà, plan d'épargne en action, versement limité à 150 000 euros, 150 000 euros de versement maximum. Une fois qu'on a versé 150 000 euros sur son PEA, on ne peut plus verser. Et le catalogue, il est aussi restreint. Notamment, c'est très difficile d'investir sur un PEA sur des valeurs étrangères, sur des actifs à l'étranger. Donc moi, si je veux constituer mon portefeuille en actions et diversifier mon portefeuille pour mettre un petit peu de produits émergents, un petit peu de produits américains, certaines entreprises à droite à gauche spécifiques, ça risque de bloquer. Par contre, le gros avantage, c'est qu'au bout de 5 ans, on est exonéré de la flat tax des 30%. Donc ça, c'est très bien. De toute façon, la partie à fiscalité, on la fera à la fin, toute fin de formation. Là, c'est simplement de poser un peu les différents comptes qui existent. Les différents comptes qui existent. Les CTO, les comptes titres ordinaires, c'est un PEA, mais en mieux dans le catalogue. Là, pour le coup, on est beaucoup plus ouvert dans le catalogue, on a accès à beaucoup plus de choses, à l'étranger en l'occurrence. Par contre, on perd l'avantage fiscal des 5 ans, exonération de la flat tax à 30%.
Par contre, avec le PEA et le CTO, on achète de véritables actions. Les actions sont à notre nom. Elles sont à nous, à moi. Donc, si jamais je décide de changer de banque, je peux transférer mon PEA, mon CTO, je peux le transférer. On appelle ça la mobilité bancaire, qui est arrivée notamment, je crois que c'était, j'ai pas donné de date parce que je l'ai plus eu exactement. Il y a des mobilités bancaires qui sont faites, qui sont mis en place là sur les 20 dernières années, où on a la possibilité de transférer ces fameux portefeuilles à travers les établissements, parce que c'est notre portefeuille. Si jamais la banque fait faillite, notre PEA, notre CTO restera intact. Il n'appartient pas à la banque. C'est à nous, c'est à notre nom. L'action est à nous, à notre nom, à moi. Et donc, vu que c'est à moi, je récupère des dividendes. Hein, forcément, quand j'achète une action, derrière, je suis investisseur, je suis actionnaire de l'entreprise en question, et je récupère du coup des dividendes. Donc ça, c'est vachement bien pour l'aspect investissement sécuritaire. Le troisième, c'est les brokers. Là, c'est les comptes de courtage. Et là, le gros avantage, c'est que là, y a aucune, on peut tout faire. On peut faire de l'ETF, on peut faire des actions mondiales, on peut acheter n'importe quel actif. Globalement, on n'est pas limité. On sera limité par le courtier. S'il y a un courtier qui veut faire que des actions européennes, il fait que des actions européennes. Il y a d'autres courtiers qui font de tout. Donc pour le coup, là, ça sera limité au courtier. Donc là, on peut avoir un peu tous les actifs et notamment, on peut avoir aussi tous les instruments. Des options, du CFD, des contrats futurs, des turbos et machin. On peut vraiment avoir là, on a le panel à 360 degrés qui nous est offert. Par contre, c'est pas un produit bancaire. Ce qui veut dire que si le courtier il fait faillite, on perd les sous. Voilà. Globalement, c'est un peu ça. Il y en a certains courtiers qui vont sécuriser les fonds un peu comme XTB, si je dis pas de bêtises. Si jamais c'est pas le cas, je m'en excuse. De mémoire, eux garantissent les fonds à hauteur de 100 000 euros en cas de faillite de la société. Voilà. Ça, c'est ce qui est, c'est sur quoi ils s'engagent, par exemple. Mais c'est pas le cas de tous. Donc risque de perte de capital, partiel ou total, directement dépendant du courtier. Par contre, on est beaucoup plus libre. On n'a aucune limite financièrement sur, sur, sur les actifs en question. Euh, donc, donc Euh, donc voilà un petit peu pour la petite histoire. Les personnes qui veulent surtout faire de l'investissement, qui veulent vraiment investir à terme, ça serait plus sur des produits bancaires, du CTO. Ça serait ce qu'il y a de plus intéressant parce qu'au moins on est libre, où ça nous appartient à nous. La sécurité est plus importante vu que c'est des valeurs qu'on risque de garder souvent des années. Et à l'inverse, pour les courtiers, ça va être beaucoup plus du court-termiste, si on peut dire ça, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà un peu pour la petite, pour la petite histoire. Euh, voilà. Sur les fonctionnements de ces trois instruments-là, on va avoir une cotation, l'évolution de la cotation qui va être un petit peu différente. C'est-à-dire que sur le S&P 500, sur le SPX notamment, j'ai investi 100 euros sur l'ETF. Si l'ETF prend 1%, je vais gagner 1% de mon portefeuille. À l'inverse, il perd 1%, je perds 1% de mon portefeuille. La fluctuation de mon portefeuille, de ma plus-value, va se faire en fonction de la performance du sous-jacent.
L'US 500, ça sera par rapport à la taille de mon pari. On appelle ça des lots. Plus je mets des lots importants et plus je parie gros. Plus je mets des lots faibles et plus je parie plus léger. Ce qui veut dire que je peux très bien mettre un lot très important et donc du coup, chaque fluctuation du S&P 500 de 1% à la hausse, en fonction de ma quantité de l'eau, représentera une part plus ou moins importante de mon capital. Si je, donc ça, les lots, après, les lots il n'y a pas de règle, on se dit pas, bah, si je mets 10 lots, chaque surperformance ou sous-performance du sous-jacent de 1% aura un impact de 10% ou moins 10% sur mon portefeuille. Pas forcément, c'est pas lié directement comme cela. Il y a des calculateurs qu'on va retrouver un petit peu plus tard dans le contenu qui va permettre, en fonction de l'actif, se dire bon bah comment réussir à doser le nombre de lots qui est différent du coup par actif pour pouvoir mettre un pari plus ou moins lourd sur la performance ou la sous-performance du marché. Ensuite, on va retrouver tout ce qui est contrat futur. Les contrats futurs, eux, vu que c'est standardisé, c'est une cotation qui est un petit peu différente. On va retrouver officiellement 3 contrats. On a le contrat standard, on a le contrat mini et on a le contrat micro. Donc le S&P 500, comme vous pouvez le voir, vous voyez peut-être pas très bien sur l'écran, c'est en petit, mais c'est une cotation qui va se faire de 0,25 en 0,25. Pouf, voilà. Donc je vais faire une cotation, tac, boum, voilà. Hop. De 0,25 en 0,25. Donc ici j'ai 7000 points. Je vais avoir 7025 points. 7050 points. 7075 points. 7001 points. Et ainsi de suite. Hein, ainsi de suite. Après on continue. 7000, 1,25, etc., etc. Donc là, la cotation sur les marchés futurs se fait en 0,25 par 0,25. Et ensuite, là, on va opérer en contrat. En contrat. Quantité de contrat. Pas en lot, pas en argent, en contrat. Un contrat, un mini contrat est égal 12,5, pardon, oula, petit bug, 12,5 dollars par tick. Par fluctuation de 0,25 points. Par tick, entre parenthèses, 0,25 points. Hein, le fait que le marché passe de 7000 à 7025, on appelle ça, c'est une fluctuation de 1 tick. De 7025 à 7050, ça a évolué de 2 ticks. Et ainsi de suite. 3 ticks, 4 ticks, 10 ticks, 50 ticks, 300 ticks, 1000 ticks, etc. Et donc du coup, à chaque fois que mon portefeuille, hop, j'ai un portefeuille ici qui est de 1000 dollars. J'ai acheté le S&P 500 à 7000 points. J'ai acheté un contrat 1000 dollars avec un contrat détenu. Hop, et dans ce cas-là, le marché, dès qu'il va augmenter, je serai à
1012,5 $. Et ainsi de suite. Mon portefeuille va donc évoluer de 12,50 $ par 12,50 $. Un tick, une fluctuation de 0,25 va faire évoluer mon portefeuille de 12,5 $ à la hausse ou à la baisse. Voilà. Avec un contrat. Et si je prends 2 contrats, eh ben c'est 2 fois plus. Tout simplement. 3 contrats, c'est 3 fois plus. Etc. 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 Certains me poseront la question, la TIC, qu'est-ce que c'est? Dans la vie, on a tendance à mesurer mètres, centimètres, millimètres. Sur les marchés financiers, c'est point, TIC, point, TIC, pips. Point, TIC, pips. Donc forcément, si on prend 7005,1, hop, je vais retrouver tout ce qui est avant la virgule, les points. Les 2 chiffres après la virgule, les ticks. Et tout ce qu'il y a au-delà, c'est des pips. Donc c'est l'unité de mesure. Pour ça, là, vu que c'est des fluctuations de 2 chiffres après la virgule, on appelle ça des ticks. Voilà. Donc ça, c'est important de le connaître. C'est-à-dire que avec un mini-contrat, si j'achète un contrat sur le marché futur S&P 500, je précise, S&P 500, hein, un mini-contrat S&P 500, un contrat S&P 500, et bah à chaque fluctuation de 1 tick, mon portefeuille va évoluer de 12,5 $ par 12,5 $. Si je prends la même chose, mais c'est un micro contrat, donc un mini contrat S&P 500, un mini contrat S&P 500, c'est le symbole ES. Là, le micro contrat, c'est le MES. Et là, on est ça va être 10 fois moins. Un mini contrat S&P 500, c'est le symbole, le ticker ES, c'est ce qu'on retrouve en haut à gauche, c'est mon graphique. Donc, on a une fluctuation de 12,5 $ par tick, donc par fluctuation de 0,25 points pour un contrat détenu. Un micro-contrat, donc là c'est le MES, le ES qui est précédé du M pour micro, et ben là c'est 10 fois moins. Pour chaque fluctuation, c'est pas 12,5 $, c'est ça sera donc une fluctuation qui sera de 1,25 $. C'est 10 fois moins. Voilà. Généralement, ça c'est le conseil que je vous donne. C'est que lorsque on travaille sur les marchés financiers dans le cadre du comptant, notamment dans le cadre d'une action, j'achète une action à 200 $. Voilà, j'achète une action à 200 $. Je détiens une action qui, je l'ai achetée au prix de 200 $. Donc si le prix descend de 50%, mon action ne vaudra plus que 100 $. Voilà. Et puis si le cours de l'action descend à 0, j'aurai toujours une action, mais qui vaudra rien du tout. Voilà. Sur le marché S&P, mini futur, et pour le contrat for difference, étant donné que on ne détient pas le sous-jacent, hein, ça on l'a bien compris, on ne détient pas le sous-jacent. Sur le CFD, on fait le pari que ça va monter, on fait le pari que ça va descendre, ou alors sur le contrat futur, vu que c'est standardisé, c'est je vais gagner une certaine somme en fonction d'un nombre de ticks. Je peux très bien détenir 1000 $ et acheter un contrat
Si effectivement le marché se met à perdre un nombre de points très important, il passe de 7000 à 6500, 6000, 5000 points, il descend, il continue de descendre. Moi, mon portefeuille, il aura disparu bien avant que le S&P 500 arrive à zéro. Naturellement, vu que la fluctuation se fait en 12,50 $ par 12,50 $. Ok? Donc, ce qui veut dire que c'est important lorsqu'on achète un contrat d'avoir du gras sur le portefeuille, d'avoir du gras pour pouvoir encaisser une chute potentielle qui pourrait, sans que ça puisse mettre en danger une perte trop importante ou totale de mon portefeuille. Donc, bon, ça, c'est la petite règle que je vous donne, que vous pourrez noter sur un coin de table. Pour un micro-contrat, il faut avoir 6000 $ de portefeuille. Et ensuite, bah, forcément, un mini-contrat multiplié par 10, il faudrait avoir 60 000 $ de portefeuille. Tant que je n'ai pas 60 000 $, je ne vous conseille pas du tout d'acheter un contrat mini. Si vous avez un portefeuille qui est inférieur à 6000 $, je ne vous conseille même pas d'acheter un micro. En fait, c'est de rien faire. Si on n'a pas 6000 $, on peut rien faire. Après, c'est pas une règle. Vous pouvez le faire si vous le souhaitez. C'est pas informatique, c'est pas bloqué. C'est moi un conseil que je vous donne. Moi, c'est ce que j'applique de mon côté, par exemple. Ok. Donc ça, de toute manière, c'est un peu flou, mais on va y revenir. De toute façon, cette partie cotation, tic, valeur, etc., quand on va travailler, on va y revenir une fois, deux fois, trois fois. Si c'est pas clair, regardez la vidéo. Mais de toute manière, c'est quelque chose qu'on réabordera aussi par la suite, parce que forcément, quand on va se mettre devant les graphiques, on va parler en points, en tic, en dollars, etc. Et on refera du passage dessus quand c'est un petit peu plus concret. Mais déjà, je voulais déjà faire un premier jet pour qu'au moment où on attaque le graphique, la partie technique, que je ne prenne pas une demi-heure de la vidéo qui est consacrée à la technique à parler un peu de culture G, si on peut dire ça comme ça. Bien évidemment, chaque actif a sa valeur. Là, je vous parlais du S&P 500, mais, par exemple, pour le Nasdaq. Pour le Nasdaq, donc le mini contrat 1 mini contrat, donc Nasdaq 100, le ticker c'est NQ, et là on est plus à 5 $ le tick par toujours fluctuation de 0,25 points. Vous voyez, là déjà la valeur elle a évolué. On n'est plus à 12 $. On n'est plus à 12 $ comme le S&P 500. On est à 5 $. Pour le micro-contrat, un micro-contrat Nasdaq 100, donc MNQ, vous voyez, le ticker précédé du M pour micro, ça c'est le petite règle mémotechnique, et ben là on est plus à 50 cents, le tick, toujours par 0,25 points. Et puis pour le Dow Jones, et puis pour le pétrole, et puis pour le Bitcoin, et puis pour etc., etc. On aura des valeurs de tick, des valeurs de contrat qui leur seront propres. Pour pouvoir connaître la valeur des mini contrats au micro contrats de chacun des actifs, je vais peut-être pas prendre 10 minutes avec vous pour faire un tableau et vous les montrer. Il va faire un truc beaucoup plus efficace. Vous pouvez aller consulter internet, en mettre par exemple valeur du tick futur Dow Jones. Voilà, hop. Où est-ce qu'on va le retrouver? Tac, tac, tac. Valeur du tick Dow Jones. Voilà, ouais, hop. Consulter les graphiques contrat à terme. Mince.
Contrat à terme, E-mini Dow Jones, 5 dollars. Voilà. Donc là, on peut voir que effectivement le Dow Jones, pour le mini, il évolue de 5 dollars en 5 dollars. C'est exactement pareil que le Nasdaq en fait. Du coup, le micro, c'est 10 fois moins, c'est 50 cents. Donc vous pourrez, pour ceux qui veulent travailler sur l'or, par exemple, en futur, bah, ça sera la même, la même démarche. Au cas où, de toute manière, il y a un moment donné, en fin de cursus, je prendrai du temps pour les courtiers, quel courtier choisir, quel courtier je vous conseille, les valeurs d'éthique, là, d'aller un peu plus en profondeur sur la partie opérationnelle, technico-pratique, c'est-à-dire administrative. Et donc ça, c'est des choses qu'on recreusera plutôt en fin de cursus, lorsqu'on se penchera notamment sur les courtiers, notamment. Voilà. Parfait, 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 parfait. Paf, paf, paf. Je peux tout supprimer, supprimer, tac, impeccable. Voilà. Donc, je suis en train de regarder ma petite liste, savoir si j'ai des choses que j'ai oubliées. Oui, on va parler un petit peu plus maintenant du fonctionnement des les rôles des intervenants. Donc on a dit que on avait les places boursières. Places boursières. Donc les places boursières, ils donnent l'infrastructure. C'est l'infrastructure, c'est les échanges, la centralisation des échanges. C'est vraiment la partie infrastructure technique, serveur, échange, infrastructure des marchés financiers. Évolution des prix, etc. Vraiment, là, j'aurais peut-être pas d'autres synonymes que infrastructure. Ensuite, on va avoir les market makers. On entend parler un peu de market makers. Les market makers, c'est l'huile moteur. C'est l'huile moteur. Pardon. C'est peut-être pas l'huile moteur, c'est market maker. On peut le dire comme la partie fonctionnement opérationnel, peut-être opérationnel. La partie opérationnelle. Donc c'est-à-dire opérationnel, c'est-à-dire que le rôle des market makers, quel est leur rôle? Les market makers qui sont du coup souvent des banques, quel est leur rôle sur les marchés financiers? C'est de pouvoir offrir en abondance une contrepartie. On appelle ça une liquidité. La liquidité, qu'est-ce que c'est? On entend beaucoup parler de liquidité, liquidité à tout bout de champ, et aujourd'hui, on est complètement sorti on a complètement déformé le mot. Le mot liquidité, c'est tout simplement de la contrepartie. C'est de la contrepartie, tout simplement. La contrepartie. On va appeler ça, plus un marché va être liquide, plus on va avoir une contrepartie abondante. À l'inverse, moins il va être liquide et plus on va avoir un manque de contrepartie, tout simplement. Donc le rôle des market makers, c'est tout simplement de faire en sorte qu'il y ait un minimum, un strict minimum de contrepartie, de liquidité en suffisance sur les marchés financiers. Voilà. Donc, c'est vraiment de se dire, je vais mettre un maximum de contrepartie dans un sens ou dans l'autre, hein, à la fois chez les acheteurs et à la fois chez les vendeurs, pour pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse y trouver son compte. Hein. Donc leur rôle, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte de pouvoir trouver chaussure à son pied. Par exemple, je vais symboliser en jaune la partie infrastructure. La partie infrastructure, c'est, on va reprendre le dessin ensemble des 0,25 par 0,25. C'est, on appelle ça un carnet. On appelle un carnet de commande, un carnet d'ordre. Donc, c'est la partie
structure où on offre la possibilité d'échanger un certain sous-jacent, etc. Et on va retrouver, on reprendre cette pile. Je vais pas tous les refaire. Je pense que vous avez compris la mécanique. Cette pile 25. Reprenons l'exemple du cette pile 500, cette pile 50, cette pile 75, cette pile 1, voilà, et ainsi de suite. Tac, tac, 0,25 par 0,25. Et je vais mettre, tac, toujours en jaune, à la limite, ça sera peut-être mieux. Boum. Voilà, parce que ça reste partie de l'infrastructure. Infrastructure, c'est le prix, hein, voilà, paf, la fluctuation du prix, les échanges, etc. Les market makers, on va les mettre plutôt en vert. Et ben voilà, bon, il veut pas. La partie en vert, et ben eux, ils vont dire, et ben voilà, sur cette ligne de prix, je mets à disposition 100 contrats. Ou alors, si on n'est pas dans le cas du S&P 500, on met 100 actions. Ou 100, voilà, X. Là, je vais en mettre 50. Ah bah là, je vois qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui sont là, j'en mets 0 parce que j'ai pas besoin d'en rajouter. On a Thierry, Jean-Pierre et Jacqueline qui qui sont en attente ici, donc visiblement j'ai pas besoin de rajouter de ma poche, de mettre à disposition des contrats. Ici, je vais en mettre 100 de plus, voilà, et ainsi de suite. En fait, je vais tout simplement inonder le marché dans un sens ou dans l'autre, de contrats, tout simplement. J'inonde. Pourquoi? Parce que étant donné que par exemple le S&P 500 contrat futur ou c'est pas le cas pour le CFD parce que vu que le CFD c'est entre deux organismes, entre deux entités, c'est du gré à gré, hein, on ne détient réellement pas le sous-jacent, mais reprenons la partie S&P 500 du coup contrat futur. On va être si jamais on se retrouve sur le contrat futur à avoir 1 million de personnes, prenons un cas exagéré, 1 million de personnes qui décident tout de suite maintenant d'acheter le contrat mini S&P 500. Voilà, on est ici, on est à 7000 et il y a 1 million de personnes qui vont vouloir acheter à 7000 points le S&P 500. Sauf que, vu qu'il n'y a que 100 contrats à disposition, sur ces 1 million de personnes, il n'y aura que 100 personnes qui vont réussir à acheter. Et une fois qu'ils auront acheté, automatiquement, tout le reste qui n'ont pas eu la possibilité de se faire servir, on appelle ça, ils achèteront au prix d'au-dessus, les 50 autres, puis au prix d'au-dessus, les contrats de Jacqueline, de Bernard et de Thierry, et puis au prix d'au-dessus sont ici. Et en fait, ils vont juste faire exploser le marché, vous avez compris, ils vont faire juste exploser le marché, alors que le sous-jacent, le S&P 500, le véritable S&P 500, lui sera toujours, le SPX, sera toujours au même prix. Et on ne peut pas avoir de décalage comme ça. On ne peut pas avoir le mini contrat futur qui commence à exploser à la hausse de 100 points, alors que le sous-jacent, le réel marché du S&P 500, lui n'a pas bougé. C'est pas possible. On ne peut pas avoir deux cotations de valeurs différentes sur un sous-jacent identique. Donc le rôle des market makers, c'est de se dire oula, visiblement il y a 1 million de personnes qui arrivent, et vite, hop, je transforme ces 100 000, ces 100 contrats en 1 million. Et instantanément, boum, les 1 million seront gobés, le marché S&P 500 n'aura pas bougé, sera conforme à la cotation du sous-jacent réel, et voilà. Donc c'est ça l'objectif du market maker, c'est de faire en sorte que l'actif, il reflète au plus juste du sous-jacent. Et au-delà de ça, c'est au-delà dans cet aspect S&P 500, c'est de pouvoir aussi offrir la possibilité aux acteurs sur les actions ou sur d'autres actifs d'avoir un minimum de contrepartie.
Voilà, d'avoir un minimum de contrepartie et de limiter, essayer de limiter la partie volatilité. Limiter la partie volatilité. La volatilité, qu'est-ce que c'est? C'est la rapidité à laquelle le marché se déplace. Plus un marché se déplace rapidement, plus c'est volatile, on appelle ça. Moins il se déplace rapidement et moins c'est volatile. Donc le market maker, l'objectif, c'est de refléter les instruments vers l'actif sous-jacent qui soit le plus juste possible. Et au-delà de ça, sur les sous-jacents en question, c'est de pouvoir faire en sorte que de pouvoir offrir un minimum de contrepartie pour limiter la volatilité, la panique et le désordre et la catastrophe. Notamment pendant la crise de 2008. Pendant la crise de 2008, quand tout le monde s'est rué pour la crise des subprimes, quand tout le monde, il y a eu une panique pendant cette période-là. Et normalement, et là le gros problème, c'est les market makers qui n'ont pas joué leur job. Normalement, les market makers, dans cette panique-là où tout le monde vendait tout, les market makers auraient dû offrir une contrepartie suffisante pour limiter considérablement la volatilité. C'était ça leur job. C'était ça leur job. Sauf que pendant cette période-là, visiblement, ils ont eu des problèmes de téléphone. Ils ont eu des problèmes de téléphone. Ils ont tous ont eu. Il y a eu un problème informatique qui a fait que c'était très difficile de les joindre, qu'ils étaient bloqués. C'était pas de leur faute, etc., etc. Parce que forcément, quand t'es market maker et que dans une crise, on te dit bon mon gars, il faut que tu achètes. Autant dire que ils vont pas se presser, ils vont pas se presser. Hein. Voilà, s'ils peuvent même éviter de le faire, ça les arrangerait. Donc c'est notamment dans cette période-là où normalement les market makers sont censés faire ce que je suis en train de vous expliquer. Dans la réalité du terrain, ils le font au quotidien, mais pendant les périodes de crise, il y a des, ça peut arriver qu'il y ait des problèmes de téléphone. Voilà. Malheureux pour nous, enfin surtout pour le marché. Et ensuite, on va avoir le troisième intervenant, ça va être du coup les fameux traders, investisseurs, opérateurs. Moi, je les appelle opérateurs, les opérateurs. Donc là, c'est la frappe, c'est l'offre, c'est la demande. C'est l'offre-demande. La frappe. C'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Imaginons que nous sommes en train de coter ce prix-là en question. Voilà. La ligne horizontale bleue représente le prix actuel. Actuellement, le prix est à hauteur de 7000,50 points. Donc la frappe, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins un acheteur. Il va acheter un premier contrat disponible à la vente. Donc un acheteur au prix actuel va frapper les premiers contrats disponibles à la vente dans le but de l'acheter du coup. Et à l'inverse, ils vont frapper les acheteurs, les contrats disponibles à l'achat. Donc souvent, c'est matérialisé dans un carnet d'ordre de cette manière-là. Paf, paf, paf. Vu que le prix, tac, tac, tac. On va le faire avec les bonnes couleurs. Peut-être que comme ça, certains, hop, ça se fera plus limpide. Voilà. Paf, ici 0, pam. Voilà. C'est des personnes qui sont prêts à vendre au prix au plus élevé du marché, ceux qui sont prêts à acheter au prix plus bas du marché. Je suis un acheteur, je vais acheter une personne qui est prête à me vendre un contrat. La première personne qui est prête à me vendre un contrat, c'est ma ligne de prix juste au-dessus. Donc je frappe ici. Et le vendeur, j'ai un contrat, je possède un contrat, je souhaite l'écouler, je vais donc chercher un acheteur qui est prêt à l'acheter, le premier contrat disponible à l'achat, je frappe l'achat. Et ensuite, la fluctuation de prix se fera en fonction sur lequel des deux va s'épuiser
tout simplement. Si effectivement, prenons en termes d'action, parce que le S&P 500 entre guillemets n'évolue pas tout seul, il évolue vis-à-vis du sous-jacent. Donc, reprenons l'exemple par exemple de Apple, et ben, j'ai 100 actions disponibles à la vente ici, 50 actions disponibles à l'achat. Et ben, une fois que les vendeurs auront vendu pour une quantité de 50 actions, il n'y en aura plus en circulation, et donc le nouveau prix de négociation, hop là, il va redescendre ici. Celui-ci n'est plus le prix de négociation. Bam. Et on va avoir, hop, des vendeurs, du coup, qui vont pouvoir prendre leur place, et ainsi de suite. Et ensuite, on continue à frapper, et on frappe, et on frappe, et on frappe, et on fait bouger le prix. Donc, ce qui veut dire que on a vraiment des différents, on appelle ça là des ordres limites. Des ordres limites. C'est des personnes qui sont, on appelle ça des acteurs passifs du marché, qu'on ne voit pas réellement sur le marché, qui sont noyés avec le market maker. Notamment, il y a le market maker, mais pas que, il y a aussi Pierre, Paul, Jacqueline et Thierry, qui font partie aussi des contrats par ligne de prix. Voilà. De toute manière, ça, on détaillera ça plus en détail sur l'aspect ordre, c'est-à-dire les différents ordres qui sont possibles, les ordres marché, les ordres limites, les ordres stop limites, les ordres stop au marché, etc. Flatten, reverse, etc. Voilà. La partie vraiment console. Bon, j'ai terminé cette première partie, donc qui était plutôt, je dirais, architecture. Et donc, à la suite de cette vidéo, nous allons attaquer le premier épisode du programme de formation, le premier module de programme de formation, qui est ni plus ni moins l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale. Donc l'analyse fondamentale qui est, comme son nom l'indique, fondamentale. Voilà. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo, prochain contenu. Merci à vous.